Notre réunion dans cette salle de délibération du Grand Conseil est un acte de foi dans le destin d'une Afrique forte, de l'union de tous ses membres, sans discrimination d'aucune sorte, prononcée par le sénateur maire de Dakar Lamine Gueye le 14 janvier 1959 au palais du Grand Conseil de l'AOF à la tenue de l'Assemblée constituante de la Fédération. Ces propos nous plongent directement dans l'actualité malienne. En effet, devenu indépendant le 22 septembre 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali 1959-1960, qui regroupait notamment le Sénégal et la République soudanaise, actuelle Mali. Du point de vue de sa position géographique, le Mali est fragilisé de l'intérieur par des djihadistes au nord du pays et par une ceinture sécuritaire assez fragile au niveau d'une bonne partie de ses frontières, ce qui se ressent plus par l'immensité de son territoire, 1 240 190 km² pour une population de 20 250 834 habitants et l'incapacité par moment de ses forces de défense et de sécurité. Depuis l'obtention de son indépendance, le Mali a enregistré 5 coups d'État allant du premier président Modibo Keïta à l'arrivée au pouvoir de Assimi Goïta. 19 novembre 1960, le régime de Modibo Keïta fut renversé par des jeunes officiers sous les mailles du lieutenant-général Moussa Traoré. Le 26 mars 1999, le président Moussa Traoré est renversé à son tour par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, ATT, et c'est ainsi qu'il installa un comité transitoire pour le salut du Mali. Ce n'est qu'en 1992 que le Mali enregistre ses premières élections démocratiques qui conduisent Alpha Oumar Konaté, à l'époque enseignant de son état à la magistrature suprême du pays. En 2002, Amadou Toumani Touré est revenu au pouvoir et y est resté jusqu'à ce que la crise sécuritaire liée au mouvement national de libération de l'Azawad avec le soutien de Moujawo vienne secouer son magistère en 2011. D'ailleurs, c'est ce qui entraînera le 22 mars 2012 le coup d'État contre Ateta par Amadou Aya. Un an plus tard, à savoir en 2013, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, accéda au pouvoir le 18 août 2020. C'est après un coup d'État est intervenu par le colonel Assimi Goïta. Après de nombreuses manifestations organisées par le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, Bandaou, colonel à la retraite et ancien ministre de la Défense, est désigné président de la transition, alors que le colonel Goïta, meneur du coup d'État, est désigné vice-président de la Défense et de la Sécurité. Un changement du gouvernement a conduit à un second coup d'État, appelé aussi coup de force. Ainsi, le pays fait face à 2 coups d'État en moins d'1 an. Le troisième en 10 ans avec la prise de contrôle militaire en 2012 et le 5e de l'histoire du Mali après les coups d'État de 1991 et de 68. Le 26 mai, Bandaou et Mokhtar Wan présentent leur démission officielle au médiateur de la CEDEAO, Monsieur Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria. C'est par la suite que l'ancien commandant de bataillon des forces spéciales, toujours vêtu de son uniforme et de son béret vert, devient le président de la transition par intérim. En l'absence d'un gouvernement, la Cour constitutionnelle décide le 28 mai de faire de Assimi Goïta le président de la transition par succession constitutionnelle. Et c'est alors que Shogul Maïga, chef des M5 RFP, est nommé premier ministre. Maintenant, comment Mali va vivre la situation? Au lendemain du putsch, la France émet des menaces de sanctions, faisant planer le doute sur les partenaires de ce pays crucial pour la stabilité du Sahel, confronté notamment à la propagation du djihadisme au vu de ces récents événements. Les chefs d'État ouest-africains, réunis en sommet extraordinaire, se sont penchés sur la situation de Mali avec d'éventuelles sanctions à la clé. L'Union africaine s'était gardée de prendre des sanctions. C'est ainsi que plusieurs milliers de Maliens ont manifesté à Bamako leur soutien au colonel et un bon nombre d'entre eux ont affiché leur hostilité envers la France, réclamant fortement l'engagement de la Russie. En août 2021, la Cour de justice de la CEDEAO demande au Mali de justifier l'assignation à résidence surveillée de Bandaou et de Mokhtar Wan, privés de liberté depuis le 24 mai 2021. C'est en décembre 2021 que le président colonel Goïta annonce son souhait de prolonger de 5 ans la transition, suggérant ainsi d'organiser un référendum constitutionnel en janvier 2024, les élections législatives et sénatoriales en novembre 2025, ainsi que les
présidentielle en décembre 2026. Maintenant, en janvier 2022, réunis encore une fois de plus en section extraordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale annoncent la mise sous embargo du Mali, sauf pour des denrées de première nécessité et les produits pharmaceutiques, ainsi que le gel des avoirs des autorités maliennes au pouvoir en guise de sanctions contre le maintien au pouvoir des militaires. En réponse aux sanctions, la junte militaire au pouvoir demande le 31 janvier 2022 à l'ambassadeur de la France de quitter le Mali. Et quelques semaines plus tard, plus précisément le 18 février, il demande également à la France de retirer les forces Barkhane et Takuba du Mali et le lever de l'embargo. Après près de 6 mois d'embargo et de nombreuses conséquences, tant sur le peuple malien que sur la sous-région ouest africaine, et après concertation et intervention, les dirigeants ouest africains ont levé le dimanche 4 juillet à Accra les sanctions commerciales et financières tenues à l'endroit du Mali. Mais sont maintenues quand même les sanctions individuelles à l'encontre de la junte au pouvoir et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. En outre, les autorités maliennes ont annoncé mercredi passé un calendrier électoral fixant la présidentielle en février 2024, le référendum constitutionnel en mai 2023 et les législatives entre octobre et novembre 2023. Et ceci est complété par l'adoption le 17 juin d'une nouvelle loi électorale à la mise en place d'une commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Il est à noter aussi que les ambassadeurs de la CEDEAO qui étaient rappelés par leurs pays respectifs vont effectuer leur retour en poste à Bamako. Si le Mali a souffert, le Sénégal n'est pas resté en rade. Les pertes du Sénégal durant l'embargo malien sont estimées à plus de 600 milliards, soit 900 camions maliens ou sénégalais qui quittaient le port autonome de Dakar, bien rempli de fer, ciment, sel, entre autres, avec le Mali. Ce corridor faisait générer près de 1000 à 5000 emplois directs ou indirects. L'exportation sénégalaise représente 20% à l'économie sénégalaise. Mali-Sénégal, deux nations sœurs qui partagent la même devise, à savoir un peuple, un but, une foi. Au vu de leur passé politique en commun, de l'histoire que les deux peuples partagent, l'embargo montre-t-il pas que le Mali ne peut plus compter sur le Sénégal? En attendant, le Mali ne mérite pas toutes ces crises qu'il traverse et par moments tout seul parce que laissé à son propre sort par ses frères africains, et nous espérons que plus jamais le peuple malien n'aura à subir cette situation. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre chronique. Agora TV, la vitrine du peuple.